Bonjour mes amis intuitifs. Alors aujourd'hui je vais satisfaire tout le monde, je vais mettre les numéros et je vais mettre aussi comment dire, le temps, hein. Le temps, le premier, bon bah, évidemment ça va être, c'est assez facile, mais à partir du deuxième je mettrai le temps à partir de quel moment vous avez la 2, la 3, la 4, la 5, enfin jusqu'à la 12, parce qu'effectivement, pour pas être obligé de regarder tous les numéros avant de tomber sur celui que vous avez choisi. Alors si c'est le 12, évidemment, ça vous permet comme ça d'aller plus vite, et puis d'avoir tout de suite votre réponse. Voilà. Alors, 12 images, hein, et comme d'habitude, voilà. Je sais qu'il y en a qui rient beaucoup parce que je divague. Ben, j'aime bien divaguer. En tous les cas, ça c'est pour... ça commence par un M, elle saura se reconnaître. C'est vrai que j'aime bien divaguer et ben, c'est ça qui me fait rire dans le fond. Et puis l'important c'est que vous ayez vos réponses. Alors, on va aller à la première image, la numéro 1. Alors là, c'est rigolo, c'est une Fiat 500. C'est rigolo parce que c'est la première auto que j'ai eue, la première voiture. Je venais d'avoir mon permis de conduire et j'avais tellement peur de conduire cette voiture, bon, qui était d'occasion, mais enfin j'étais crispé pour aller arriver sur Paris, que tous les quarts d'heure, 20 minutes, je téléphone à ma mère pour lui dire non, non, je suis bien arrivé, je suis bien arrivé. Donc effectivement, bon, ça c'était, j'avais 18 ans, j'en ai 75, donc vous voyez, j'ai mon permis depuis très très longtemps, mais c'est vrai que le premier voyage avec cette petite voiture qui était bleue, hein, non, 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 elle était rouge aussi, elle était rouge. Donc ça a été épique. J'ai pensé que jamais je n'y arriverais. J'étais crispée. Je demandais à tout le monde, mais quand est-ce qu'on passe la deuxième? Quand est-ce qu'on passe la troisième? C'est pour vous dire, au point où j'étais stressée. J'étais mais vraiment crispée sur le volant. J'y pense encore, vous savez. Et bon, finalement, je suis très bien arrivée. Alors, pour repartir, évidemment, ça a été encore autre chose. Il fallait sortir de Paris. Quoique, il fallait quand même être courageux pour premier voyage qu'on fait, on vient d'avoir son permis de conduire et c'est la première fois qu'on a une voiture, qu'on a le volant, hein, partir sur Paris. Donc j'étais quand même, je trouve, assez courageuse. Et voilà. Alors donc cette voiture, c'est pas une ancienne voiture parce que les anciennes voitures, on ne pouvait pas mettre, vous voyez, le truc de pique-nique. Donc là, ce sont des gens qui partent en forêt. Bon, en réalité. Ils pourront pas aller plus loin dans la mesure où il y a des troncs d'arbres qui sont en travers comment dire, de la route, mais comme ils ont tout prévu, ils ont leur pique-nique, bon ben ils vont, finalement c'est peut-être pas plus mal, sur le moment ils ont peut-être été un peu fâchés parce qu'il y avait des troncs d'arbres et puis pas question de les enlever parce qu'ils sont sûrement trop lourds, bon ben ils vont trouver une autre place dans cette magnifique forêt, et puis voilà, ils vont passer moins de temps avec la voiture, finalement ils vont gagner du temps. Donc voilà, ceci répond à la question numéro 1. Donc on passe à la question numéro 2, ceux qui ont choisi la question numéro 2. Alors là, j'avais trouvé cette photo vraiment très très belle. Ça me fait penser au Moyen-Âge, alors je ne sais pas pourquoi. On dirait les marchés, on aurait dit un peu comme on représente le Pont Neuf à Paris au temps du Moyen-Âge. Bon, c'est une période d'histoire que j'adore. Bon, j'adore l'histoire, mais là, le Moyen-Âge en particulier. Et là, on voit des gens, on pourrait penser... Alors, c'est un restaurant, finalement. Ils sont sur une rivière, hein, qui enjambe tout. Alors, c'est à moitié un pont. C'est un pont et en même temps c'est un restaurant. Ils ont installé un restaurant, ils ont joué l'utile et à l'agréable. Bon, il n'y a pas de, c'est un pont pédestre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de voitures qui peuvent passer. Les gens sont tranquilles. C'est très, comment dire, c'est très insolite. Hein. Je l'avais choisi il y a longtemps cette photo parce que je la trouve assez insolite, très harmonieuse, hein, finalement très harmonieuse. Elle est un peu obscure. Bon, à l'intérieur, ça doit pas être très très clair. On voit que derrière, c'est
c'est un paysage suisse, hein, c'est de Lucerne, oui, je crois que c'est de Lucerne. Mais peu importe, on voit les montagnes hein, derrière. Donc, alors en plus, moi j'adore les montagnes, donc c'est pour ça que justement j'avais choisi cette image, que j'ai choisi un peu comme ça. Voilà, je l'ai pioché hein, au milieu de ma boîte à intuition. Et c'est quelque chose bah voilà, de paisible, d'agréable. C'est très propre. Hein, on voit, je veux dire, on sent que c'est très très propre, très sain, très, comment dire, tout est à sa place. Il y a rien rien qui n'est pas à sa place. Hein, une place pour chaque chose à sa place. C'est joli. Ils ont profité du décor. Bon, ça doit être agréable quand même de déjeuner là. Hein, c'est l'heure du déjeuner. En voyant cette rivière. La seule chose qui est un peu dommage, c'est qu'évidemment ils ne peuvent pas voir la montagne, mais on peut pas tout avoir. Hein. Alors bon, là ils jouissent vraiment d'un paysage qui est très très beau, qui a été bien, on a bien profité de cet endroit. Je pense qu'à l'avant ça devait être un pont, et puis voilà ils ont transformé ça. Donc pour moi c'est une photo paisible, agréable, et voilà. Et puis alors, si il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'était lacustre. Enfin, on dirait une cité aussi lacustre. Vous voyez, c'est sur des piliers, sur l'eau. Mais bon, l'eau, elle a l'air assez calme. Hein. C'est une rivière assez calme. Le seul truc que j'avais vu, vous voyez, je me suis dit aujourd'hui, avec les différences climatiques, si jamais il y avait comment dire, une grande poussée d'eau, enfin s'il y avait de l'eau un peu tumultueuse, eh bien, j'ai le sentiment qu'évidemment tout partirait. Bon, enfin bon, là, ça fait des siècles et des siècles que c'est comme ça, donc ça a été bien construit, et malgré quelques petits dangers qu'il peut y avoir, d'une façon hypothétique, voilà, ça tient bon. Alors, ça c'est la photo numéro 2, le nombre numéro 2, on arrive au numéro 3. Alors là, quand j'avais choisi cette image, attendez, là il y a eu un petit problème, j'avais choisi cette image, au départ j'ai cru que c'était des trucs de bambou. Donc, je me suis dit, c'est bizarre, je pensais pas qu'il y avait des trucs de bambou quand même, vous savez, du bambou, hein, aussi grand. Et puis après, quand j'ai regardé, finalement c'est du fer, c'est une... Alors, autant le bambou, voilà, c'était bizarre, mais bon, le bambou c'est quand même léger, autant là, excusez-moi, là il faut que voilà, sinon on va être ennuyé, bon, voilà. Bon. Alors, donc je reviens, ça me gêne, j'ai l'impression, alors ça devient, du bambou c'était agréable, et puis maintenant que, bon je savais que, après j'ai su que c'était du fer, ça donne une impression d'enfermement, c'est pas agréable du tout finalement. Autant le bambou, oui, je vous dis, ça aurait été dans la légèreté, ça aurait été un truc sympathique, un chef-d'œuvre de l'être humain. Hein. Mais là, on est enserré. J'ai l'impression que les bouts de fer, ils vont nous rentrer dedans. Oui. C'est oppressant. Voilà, c'est oppressant. Moi, j'aurais qu'une envie, si je m'engageais sur ce pont, c'est à fond la caisse, partir et ne plus voir ce pont. C'est sûrement une très belle œuvre, hein, un très beau pont, ça a été sûrement bien pensé, mais moi je me sens oppressé dans ce truc pont, il y a personne, donc il y a peut-être pas grand monde qui le traverse, mais s'il y a pas grand monde qui le traverse, on se demande à quoi il sert, quoi. Ils auraient pu faire ça d'une façon quand même un peu plus légère, hein. C'est lourd et oppressant. Voilà, c'est donc la photo numéro 3, pour ceux qui ont choisi la photo numéro 3. Alors, la photo numéro 4, c'est une photo à moi, c'est comment dire, une des portes de la cathédrale de Bordeaux. J'ai trouvé qu'elle était assez caractéristique. Bon, fermé, ça c'est fermé de chez fermé. Hein. Là, bon, elle est solide, elle date de je ne sais plus combien de temps, là, je l'ai prise en photo il n'y a pas très très longtemps, et elle m'a frappée parce qu'elle est très originale, oui, pas courante du tout, hein, pas courante du tout, mais ça...
Là aussi, c'est pas oppressant, mais bah, on est bien enfermé. Quand on est protégé par cette porte, elle est solide. On voit qu'elle est solide, et il y a en plus des armatures. Là, en plus, je veux dire que ceux qui l'ont construit veillaient absolument à protéger les trésors de la cathédrale de Bordeaux. Enfin, je présume. Moi, c'est moi qui délire, sûrement, comme d'habitude, mais je veux dire, là, il y a un petit peu comment dire, le bois a joué un petit peu, mais ça, même si, alors il faudrait rentrer avec une voiture bélier ou un bélier là, parce que c'est quand même, elle n'est pas jolie jolie comme porte, elle est caractéristique, elle est spéciale. Voilà, c'est pour ça que je l'ai prise en photo, parce moi je trouve qu'elle était assez insolite, hein. Et puis ces deux barres, alors il y en a alors enfin en travers, on a mis des barres en fer. Oh, bah dites donc, quand vous êtes là, quand vous êtes enfermé avec un truc pareil, je peux vous dire que bon, pour vous en sortir, c'est coton. Là, faut montrer patte blanche, hein, parce que effectivement, là, il y a eu un désir de ceux qui ont construit cette porte, ou ceux qui l'ont commandée, de protéger, de protection, mais de protéger contre les voleurs, je veux dire, c'est une protection pas agréable, quoi. Je veux dire, bon, la porte, c'est toujours, bah, vous passerez pas, voilà, c'est ça, vous passerez pas, vous nous aurez pas. Bien protégé, mais une crainte des voleurs. Bah oui, souvent les églises ont été pillées, hein, donc malheureusement des fois encore ça continue. Donc une porte qui est caractéristique, mais pour sortir de là, dis donc, une fois que vous êtes derrière, pas facile. Porte numéro 4. Alors la porte, cette image, moi j'aime bien les images qui laisse place à mon délire, hein, ma chère M qui va se reconnaître. Bon, moi j'aime bien, je divague, oui c'est ça, c'est ça, mais c'est bien aussi l'intuition, c'est ça. Alors il n'y a pas de, c'est rail. Et puis on part quelque part, on ne sait pas où, c'est-à-dire que tout est possible. Tout le champ des possibles est ouvert. On peut s'emplafonner quelque part, ou on peut vivre une histoire absolument extraordinaire, une aventure absolument extraordinaire. Je dirais que là, c'est une photo qui nous donne la possibilité de laisser libre cours à notre imagination créative, hein, on va dire. Et puis, tout peut se passer. Tout peut arriver, c'est ni positif ni négatif, parce que finalement on a tout en main, et on fera de l'avenir, de ce qu'il y a tout au bout, si tant est qu'il y a quelque chose. Bon, comme ce sont des rails de chemin de fer, on pense quand même que ça arrive quelque part, mais là on ne sait pas trop où, ça c'est sûr. Alors évidemment on ne sait pas, mais c'est à nous eh bien de prendre la décision, de le suivre, d'aller dans ces nuages et puis de découvrir. Donc il faut être un peu aventureux tout de même, hein, parce que les trouillards, eh ben, ils n'iront pas, ça c'est sûr. Mais peut-être, il n'y a pas de danger apparent, juste, je dirais, moi, le mot que j'entends, oser, voilà, oser, tout simplement, voilà, oser, ça dit ce que ça veut dire. Donc tout le champ des possibles. Et voilà, derrière, peut-être on va découvrir des choses extraordinaires. Je ne sens pas que ce soit des choses vraiment négatives, mais tout dépend de celui qui s'y engage. S'il a peur, eh bien, il va rencontrer des choses qui vont lui faire peur, bien sûr, il va attirer ça. Mais voilà, l'imagination, laissez libre cours à votre imagination, et le maître mot, c'est oser. C'est là l'image numéro 5. Ah, l'image numéro 6. Alors là, on dirait, c'est pas le château de Louis II de Bavière, bon, ça ressemble un peu, c'est à peu près de la même époque, mais c'est un château, on dirait un peu un château, vous savez, de Walt Disney. Mais c'est un vrai château, hein, c'est pas un château de fées, de fantaisie et tout ça. Non, non, c'est un vrai château. Alors, il est très curieux, il est très différent des châteaux, par exemple, français ou britanniques, enfin de Grande-Bretagne. Là, c'est un château plutôt, comment dire, je le trouve assez amusant, moi, comme château. On a vraiment l'idée que c'est un château de Walt Disney. Il y a la Belle au bois dormant qui va arriver, là. Il y a le Prince Charmant.
Qui dit la Belle au bois dormant, enfin, on espère qu'il y aura un prince charmant. Donc il a été construit dans un lieu, dans une végétation luxuriante. Bon, pour je sais pas trop comment ils l'ont construit parce que il est quand même en hauteur. Donc c'était sûrement, là on voit qu'il y a une grande porte. Moi j'ai le sentiment qu'il a été construit en plusieurs fois. Vous voyez, c'est un truc en plusieurs fois. Mais bon, c'était quelque chose quand même qui protégeait. Là, il fallait arriver déjà sur cette hauteur parce que il est complètement en haut de la vallée, là, enfin pas de la vallée, de la colline. C'est même une petite montagne. Donc ça a sûrement été difficile pour construire ce château, mais moi je trouve la réussite assez chouette. Je vous dis, c'est féerique, ça fait un peu fée, un peu... voilà, donc les gens qui ont fait ce château, enfin ceux qui l'ont construit ou qui ont demandé à le construire, étaient imaginatifs. Voilà, ils sortaient du... Alors là, ils sortaient des rails, hein, l'image précédente c'était les rails. Là, ils sortaient, ils ont fait quelque chose, ils ont voulu faire quelque chose à leur image, je dirais un peu excentrique, un peu hors du commun, hein, on peut dire. Mais c'était quand même, vous voyez, hein, il y a beaucoup de protection. Donc oui, imagination, et c'était bien, c'est rigolo, c'est amusant, on dirait un conte de fées, mais ne vous leurrez pas, mes amis, c'est quand même, vous voyez, il y a tout un tas de meurtrières, et celui qui arrivait et qui pensait peut-être, hop, on va avoir le château, il pouvait avoir une mauvaise surprise. Donc, il faut se méfier des apparences. Hein. Méfions-nous des apparences, même s'il est très beau, il est très bien conservé, hein, ce château. Il est peut-être pas aussi, comment dire, j'allais dire innocent, mais oui, c'est le mot. C'est peut-être pas aussi innocent. Ils ont bien préparé leur coup quand même, parce qu'il paraît comme ça, oh là, on se méfie pas. Hein, et puis en réalité, ils nous attendent de pied ferme. Hein. Donc, très beau château, très belle réussite, mais attention aux apparences. Numéro 6. Alors, le numéro 7. Alors là, le numéro 7, je vais vous dire que c'est... Oh là là, dites donc, faut pas avoir peur du vide. C'est pour ça que je l'avais choisi. Moi, j'ai tout un tas d'images dans mes boîtes à intuition. Et celui-là, je l'avais choisi. Et puis, je me suis dit, quand je l'ai revu, là, oh là là, dis donc, il est tout en haut. Ouais, c'est un restaurant, il y a un téléphérique, alors évidemment une vue absolument incroyable partout. Hein, alors je pense que c'est dans les Alpes, mais ouais, je crois que c'est dans les Alpes. Alors il y a le téléphérique et tout, les gens arrivent, bon, vont skier. Alors pour skier, ça doit être des pistes quand même assez difficiles. Hein. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, là, en la découvrant, oula, dis donc, je dis, mais il me fait un peu mal au cœur, enfin, de vertige, vous voyez, si je suis dans le restaurant à côté comment dire, à côté des fenêtres, moi j'aurais peur qu'il y ait, je sais pas, une coulée de neige ou quelque chose comme ça. Il est quand même dans une situation extraordinaire, soit, mais quand même, d'abord, faut pas avoir le vertige, et puis en plus, je trouve ça un peu dangereux quand même. Moi, je sais pas si, bon, alors, je suis peut-être un peu trouillarde, sûrement, mais je sais pas si je m'aventurerais là-haut. Ça me rappelle, en association d'idées, quand je suis allée à New York, la première fois que je suis allée à New York, et alors, les gens, comme j'étais en déplacement professionnel, on m'avait mis au 47e ou 48e étage, dans un truc, mais alors, super. Oh là là, mes pauvres amis, je rampais, rien que de regarder en bas à New York, là, vous savez, au 47e ou 48e étage, je n'ai jamais pu me mettre debout près de la fenêtre, je rampais, même je me frottais, enfin oui, c'est vraiment le mot, je me frottais au mur de la chambre pour ne pas voir tellement, c'était horrible. Et là, ça me fait un peu cette impression, tout est bien, tout a l'air bien, mais je sens quand même qu'il y a un peu de danger qui est probablement dans ma tête.
Mais bon, là encore, comment ont-ils construit ce truc? C'est quand même... Bon, c'est une position de domination totale, hein. Je suis convaincu qu'il doit y avoir la queue pour aller déjeuner là, parce que vous êtes dans un cadre absolument exceptionnel. Voilà, bon, il faut pas être froussard, voilà, c'est tout, il faut pas être froussard, et puis profiter de ce que la nature nous offre. Là, c'est une belle réalisation de l'homme, ça, sans aucun doute possible. Ceci est la photo numéro 7. Alors, la photo numéro 8, on n'est plus du tout dans le même ordre d'idées. Alors, c'est curieux, on voit un homme qui est avec une pagaie. Il est sur une espèce de... Alors, je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a son chien qui est... il est avec son chien, et puis ils sont sur une planche en bois. Le chien a l'air parfaitement à l'aise. C'est l'homme pareil. Alors, l'homme fait confiance, parce qu'ils sont dans le milieu d'un lac. Hein, je présume que c'est dans le milieu d'un lac. Et l'homme fait une totale confiance au chien. Le chien, il a l'air parfaitement à l'aise. C'est insolite, hein. Là, on peut dire que c'est quand même quelque chose d'assez insolite. Un chien sur une planche en bois, hein, comme ça. Alors, chacun a une confiance totale dans l'autre, hein, parce que le chien, on sent qu'il est parfaitement à l'aise. Et puis, son maître est sur cette planche avec sa pagaie, et ils sont vraiment au calme, sereins. Il n'y a pas un brin comment dire, de vent, et ils sont là. Finalement, ils profitent. Ils sont en osmose, hein, la fidélité du chien qui a une totale confiance dans son maître, et puis le maître qui a une totale confiance dans le chien, parce que si le chien d'un seul coup il lui prenait de sauter, bah, l'homme il serait dans une sale histoire là, hein, vous voyez. Mais là on sent que non, on sent que c'est calme, serein, et puis que ça continue, ils profitent de leur moment dans un cadre aussi idyllique, et le maître mot, c'est totale confiance, hein, c'est totale confiance, on peut se faire confiance, chacun faisant confiance à l'autre. Et je vous dis, c'est insolite, parce qu'un chien sur une planche comme ça, c'est quand même pas courant. Bon, d'ailleurs, moi, c'est la première fois que je voyais un truc pareil. Donc l'homme est là, attentif, hein, quand même, il est attentif, il n'est pas tête en l'air, mais voilà, c'est bien. Puis il a l'air de s'amuser, le chien, il a l'air calmement, mais il a l'air vraiment à l'aise. Voilà, on sent que c'est une image de sérénité, hein, voilà, il n'y a pas de danger, on sent que voilà, il se passera rien d'extraordinaire, parce que voilà, ils sont bien dans leur élément. Ceci est la photo numéro 8. Alors, on passe à la photo numéro 9. Alors là, si je ne m'abuse, c'est du parapente, hein, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors déjà, moi je trouve qu'il faut être culotté, hein, parce que c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment, le parapente. Enfin, il y en a beaucoup qui le font, mais c'est quand même un sport extrême, hein. Donc, je trouve qu'il faut être courageux. Hein, il faut être courageux, parce qu'il faut quand même se lancer. Alors, ça doit être une sensation, une griserie absolument extraordinaire. Enfin, c'est ce que les gens qui font du parapente le disent. Bon, il y a le goût du risque, soit, mais le fait de s'envoler, il paraît que vous avez ce silence, le silence du silence, si je puis dire. Il paraît que c'est une sensation totalement extraordinaire. Et c'est pour ça que des personnes risquent leur vie, parce que effectivement, si vous avez vu le film Les Intouchables, eh bien c'est suite à un truc de parapente que celui qui a donné le personnage je sais plus comment il s'appelait là. Euh, Cluzet, voilà, de Cluzet, c'est une histoire réelle, hein, du Borgo existe vraiment. Donc il est resté tétraplégique en faisant du parapente. Donc c'est effectivement un sport dangereux, un sport extrême. Donc les gens qui font ça, eh bien, ils ont quand même intérêt à savoir ce qu'ils font, hein. Donc il faut apprendre avant, pas se lancer comme ça, comme un fou ou comme une folle, pour être grisé par
cette sensation d'être un oiseau, puisque l'homme a toujours rêvé d'être un oiseau. Voilà, ici c'est pareil, on sent que cet homme-là, c'est pas un débutant, hein, il sait ce qu'il fait, il va profiter de ce paysage aussi absolument extraordinaire. Là, je dirais, les maîtres mots, les mots-clés, je dirais sport extrême, oui, mais prudence tout de même, il faut... Ne vous lancez pas, pareil, comme ça, en faisant... voilà, il y a un apprentissage, il y a du temps à passer pour justement apprendre à faire du parapente. Hein, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Donc voilà, c'est très bien, c'est sûrement super à faire, mais prudence, prudence, avant de vous lancer, apprenez bien le b.a.-ba du parapente. C'était la photo numéro 9. Alors, bon, on passe à la photo numéro 10, qui est le téléphone, un vieux téléphone. Alors là, c'était les téléphones... c'était je crois que c'était le téléphone de mon enfance. Hein. Alors, quand je vois ce téléphone, ben, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous les problèmes qu'il y avait dans les années 70, 60, 70, 75, jusqu'aux années 80, si je ne me trompe. Enfin, au moins 70, 75. Il fallait attendre 2 ans pour avoir le téléphone. C'était absolument incroyable. Donc là, c'est un vieux téléphone. On était tellement contents quand on avait le téléphone. On essayait toujours de mettre un peu, vous voyez, de mettre quelqu'un qu'on connaissait pour voir si on pouvait l'avoir un peu avant. Des fois, il y a eu des 3 années d'attente. Donc, quand on avait le téléphone, c'était quelque chose. Bon, alors évidemment, aujourd'hui, avec les smartphones, les tablettes et le bazar, on a vraiment l'impression qu'on est des dinosaures. C'est un téléphone dinosaure, ça sûrement. Cela dit, c'est vrai que aujourd'hui tout le monde, même les gamins de 3 ans, 4 ans, bientôt ils ont leur téléphone, mais ce téléphone-là, c'était quelque chose de précieux, quelque chose qui était non seulement utile, mais on lui donnait de la valeur. Aujourd'hui, est-ce que les gosses aujourd'hui donnent de la valeur à leur iPhone 10 ou Samsung, je sais pas quoi? Je suis pas sûr. Là, vraiment, quand on avait le téléphone, c'était quelque chose. On téléphonait à tout le monde pour dire « Ah, vous avez dit là, j'ai le téléphone !» Alors, c'était aussi quelque part un signe extérieur de richesse. Enfin, pas un signe extérieur de richesse comme une Ferrari peut-être, mais vous voyez, oh, il a le téléphone, oh dis donc. Donc, vous voyez, on lui donnait de la valeur, on s'en servait effectivement pour les choses urgentes, pas comme aujourd'hui, on passait pas 3 heures au téléphone. Quand on voulait faire des appels internationaux, on appelait la standardiste et on lui disait voilà, demain à telle heure je veux appeler Lisbonne ou New York ou Pékin. Donc vous voyez, il y avait tout comment dire, c'était lent, c'était long, mais on lui donnait de la valeur. Donc cet objet, qui est le dinosaure des téléphones, eh bien, il a beaucoup de valeur. Hein, et c'est important de lui donner la valeur parce que c'est grâce à... voilà, mes parents ont eu du mal à avoir le téléphone, comme tous les gens autour de nous, ils avaient du mal quand on l'avait, comme je vous dis. Donc c'est quelque chose qui... C'est un appareil qui a de la valeur, pour moi qui a de la valeur, et qui a eu de la valeur pour des millions de Français, hein, alors je ne sais pas pour les autres, hein, de la communauté européenne, à l'époque il n'y avait pas de communauté européenne, mais je dirais, c'est un appareil qu'on estime, voilà, un truc qui vraiment a rendu service à des millions de gens, des millions de Français, hein, puisque là je ne veux pas parler pour les autres pays. Numéro 10. Ah, numéro 11, mon ami le loup, mon ami le loup. Alors, je sais que c'est un animal très décrié. Quand on était petit, on va appeler le loup, on va appeler le loup. Donc, je présume que nos parents se référaient au petit chaperon rouge, qui finalement était dans le premier. Hein, le premier, il était mangé. Le loup mangeait le petit chaperon rouge. Et puis après, comme on a trouvé quand même que c'était pas très bien pour les enfants, bon, il a été sauvé. Mais cela dit, le loup est un animal que moi j'admire beaucoup. D'abord, j'adore les chiens loups, les bergers allemands. J'en ai eu dans ma vie 2. Et je trouve que c'est un animal il a de la classe. C'est un animal qui a de la classe, qui fait peur. Effectivement, les meutes, hein, bon, si vous aviez, alors je reviens au Moyen-Âge, quand vous aviez des loups qui étaient affamés, évidemment, il valait mieux pas se promener trop près. Hein, ça c'est sûr.
Mais c'est un animal qui a la réputation d'être méchant, qui attaque l'être humain et tout ça. Et on sait aujourd'hui, bon bah c'est pas vrai. Il fait plus peur. Je pense que c'est plutôt dans l'inconscient collectif. On lui a fait une telle mauvaise réputation à ce pauvre animal que et il souffre de ça. Alors là, celui-là, c'est un loup de Mongolie. Alors la Mongolie, c'est le pays des chamans, donc c'est un pays, c'est là, hein, le chamanisme a commencé en Mongolie, enfin le terme de chaman d'ailleurs a commencé en Mongolie, il y a encore des chamans en Mongolie, donc moi ce que je sens par rapport aussi à la Mongolie, c'est que bon c'est très loin, c'est un peuple, bon, à cause des chamans, là ce que vous entendez, c'est pas un loup, c'est mon chat. Bon, alors, vous entendez ce que je dis, tout ce que je dis, hein, là, c'est important que vous en preniez note. Maintenant, je le marquerai dans le, comment dire, dans l'article. Tout ce qui est dit, ou tout ce que vous dites au cours d'une lecture comme ça, hein, même ça me gratte, même, ben là c'est mon chat qui fait l'imbécile, tout est à prendre dans l'interprétation. Donc, alors, je reviens avec la Mongolie. La Mongolie, bon, pays des chamans, donc évidemment, le loup, pour eux, c'était un animal totem très très important. Là, moi, je le trouve absolument magnifique. Je vous dis, sûrement victime de sa mauvaise réputation, parce que il y a des loups partout, on le réintroduit en France. Alors évidemment, c'est pas très très bien accepté par certaines personnes, bon, parce que de temps en temps, il va manger sûrement des trucs qu'il devrait pas. Mais je veux dire, c'est un animal de prestance, c'est un animal, et puis c'est un animal, ça fait longtemps hein, qu'il existe sur Terre. Bah, c'est l'ancêtre de notre ami le chien. Hein, donc c'est un chien qui n'est pas apprivoisé, mais la louve, hein, on dit que la louve protège ses petits, on dit comme une louve, hein, donc c'est un animal protecteur vis-à-vis de ses enfants. Et pour moi, cette image est positive, et parce que j'aime le loup, et puis parce que je trouve, en plus j'aime la neige, et j'adore la Mongolie, donc pour moi c'est extrêmement positif, avec tout ce qui a été dit bien sûr, par rapport à ça. C'était donc l'image numéro 11. On arrive à la dernière image, numéro 12. Alors là, c'est la tempête, hein, c'est une nuit de tempête extrême. C'est comment dire, un vieux coucou. Enfin, quand je dis un vieux coucou, c'est un vieil avion, enfin un avion ancien, qui fait un atterrissage, vite, ça doit être quelqu'un certainement un pilote qui apprend ou à piloter, ou qui passe son temps à piloter de vieux avions. Puis là, bon, il y a quand même un sacré une méchante tempête et un méchant orage. On voit que, dis donc, il y a des éclairs. Ça barde, bon ben là, il atterrit vite fait parce que effectivement, il y a un risque. C'est pas comme les avions récents qui sont en partie, mais je ne vais pas m'avancer, mais parfois ils sont frappés par la foudre, mais enfin ils sont quand même protégés, beaucoup plus protégés que ce coucou. Alors c'est un bel avion ancien c'est une image très, je ne la trouve pas négative, pas du tout. Moi je dirais que effectivement le pilote de l'avion, eh bien, il sait ce qu'il fait, il sait qu'il ne peut pas prendre de risques inutiles parce que moi j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est avec lui. Alors peut-être ils étaient partis en promenade, puis ils ont été surpris par cette tempête, hein, cet orage qui est arrivé brusquement, mais comme c'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités, alors il a atterri vite fait, dès qu'il a pu. Bon, c'est un avion qui atterrit assez facilement dans un champ ou un truc comme ça, et donc je dirais que ben voilà, la personne le pilote sait ce qu'il fait, il est courageux, parce qu'il faut quand même du courage, hein, parce que comment dire, la foudre peut le frapper à tout moment. Mais il sait ce qu'il fait, donc il manage bien, hein, il conduit bien son truc, et voilà, malgré la nuit, malgré la grêle, enfin là on voit qu'il pleut quand même beaucoup, eh bien je sens qu'il va arriver à bon port, et finalement les deux, bon bah c'est bien, tout est bien, on va dire qu'il finit bien. Voilà, et ceci termine donc les 12 photos. Alors, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel exercice de divination. Au revoir.